À New York, aux États-Unis, le Conseil de sécurité examine le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation du Mali. Le rapport porte globalement sur la situation sécuritaire, politique, économique. On écoutera les réponses du chef de la diplomatie dans ce journal. Abdoulaye Diop parle des avancées enregistrées et rappelle surtout la demande du Mali d'une session spéciale sur les tentatives de déstabilisation des forces françaises. Suite aux frappes aériennes dans la zone de Tessit, de très bons résultats enregistrés par le colonel Ibrahim Samassa, chef d'état-major de la région militaire de Gao et commandant de zone par intérim. La hiérarchie militaire félicite les hommes du bon déroulement des opérations et rassure la population de la présence des FAMA à Tessit. Un tour au CICB pour parler du deuxième jour des travaux de la conférence sociale sur le travail. 3 thématiques discutées, la liberté syndicale, le dialogue et la politique salariale, des travaux supervisés par le ministre du Travail. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre et bienvenue aux informations. Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, vient de terminer une audience avec la sous-secrétaire d'État aux affaires politiques des États-Unis. Les deux personnalités ont échangé sur l'organisation des futures échéances électorales et les défis sécuritaires. On écoute Madame la sous-secrétaire d'État aux affaires politiques des États-Unis à sa sortie d'audience au micro de Mohamed Kentao. Nous avons eu une bonne réunion avec le Premier ministre par intérim, avec le ministre de la Réconciliation et celui de la Défense. Ça nous a donné l'opportunité d'avoir un échange candide au sujet de la situation sécuritaire au Mali. Le peuple du Mali a beaucoup souffert dans le cadre du terrorisme. Les États-Unis et le Mali ont été des partenaires depuis des décades, des décennies. Et nous avons eu des échanges pour comment améliorer la sécurité et pour essayer aussi d'intégrer, d'avoir une bonne coordination entre les forces de défense maliennes et la MINUSMA. Nous avons aussi parlé du calendrier électoral. Nous remercions vraiment le travail abattu par la transition sur la loi électorale, sur la commission électorale, d'avoir créé assez d'inclusion dans le processus. Et nous encourageons fortement les autorités de transition à respecter le calendrier électoral. Et aussi pour assurer que leur approche à la sécurité soutient le peuple du Mali et aussi la souveraineté de ce pays. Et de ne pas autoriser, de ne pas faire en sorte que le Mali devienne une victime des forces extérieures, des forces étrangères. C'était une très bonne réunion de 2 heures et nous vraiment remercions les autorités de nous avoir reçus. Et comme vous le savez, nous sommes dans une tournée dans 4 pays et c'était très important, 4 pays du Sahel, et c'était très important d'avoir cette réunion. Et toujours avec la sous-secrétaire d'État aux affaires politiques des États-Unis, elle a été également reçue en audience par le président du Conseil national de transition avec le colonel Malik Diao. Elle a parlé de l'intérêt que porte son pays aux avancées enregistrées par les autorités de la transition. Partons à New York, où le Conseil de sécurité examine le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation du Mali. Le document évoque la transition en cours, la sécurité, l'accord pour la paix et la réconciliation, le mandat de la MINUSMA, les droits de l'homme ou encore le dossier des soldats ivoiriens illégalement entrés au Mali. Sur tous ces points, le chef de la diplomatie malienne a apporté des réponses pour présenter les avancées enregistrées. Nous écoutons Abdoulaye Diop, des extraits choisi par Ibrahim Traoré. Sur le plan politique, des progrès importants ont été réalisés pendant la période sous examen pour un retour apaisé et sécurisé à l'ordre constitutionnel. Toutes ces actions ont été menées en étroite coopération avec la CEDEAO, notre organisation sous-régionale. En effet, le gouvernement du Mali a procédé à l'adoption d'un chronogramme pour les réformes politiques et électorales, y compris le calendrier des élections, dans le cadre de la nouvelle loi électorale qui a été adoptée par consensus au niveau du Conseil national de la transition.
Cette nouvelle loi électorale prévoit notamment, c'est une nouveauté, la création et la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections, dont les 15 membres ont été nommés seulement ce 12 octobre dernier. Les Nations unies, l'Union africaine et la CEDEAO participent à toutes les rencontres de la Commission de suivi des réformes politiques et électorales, dont la dernière s'est tenue le 13 octobre sous la présidence du Premier ministre par intérim de la République du Mali. Poursuivant cette dynamique d'inclusivité et de consensus chère à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, des dispositions sont en cours en vue de l'augmentation du nombre de sièges des membres du Conseil national de transition, organe législatif de la transition. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'un vaste chantier de réforme en cours d'exécution et indispensable à la refondation de notre État, qui comprend la remise le 11 octobre au président de la transition de l'avant-projet de la nouvelle constitution malienne, élaborée à l'issue d'une démarche consensuelle, mais aussi de large concertation de l'ensemble des forces vives du pays. Sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, je ne me lasserai jamais de souligner que le gouvernement reste totalement engagé dans sa mise en œuvre diligente et intelligente pour une stabilité durable au Mali. Le rapport sous examen, cependant, aurait gagné, Monsieur le Président, en objectivité s'il informait davantage sur les efforts et les progrès réalisés par le gouvernement dans le cadre de la sécurisation du territoire national et aussi de la protection des populations civiles. Depuis le mois de décembre 2021, les forces de défense et de sécurité du Mali ont lancé des grandes opérations militaires qui ont permis de détruire d'importants sanctuaires terroristes, d'opérer des saisies importantes d'armes, de munitions et de matériel de guerre, de libérer plusieurs localités et de favoriser le retour de personnes déplacées dans leur foyer. Cette montée en puissance des forces de défense et de sécurité est une réalité tangible, fortement appréciée par les populations. Le gouvernement reste déterminé à prévenir et à contrer les attaques indiscriminées ou les représailles contre les populations civiles, malheureusement. Sur la question des droits de l'homme, je me réjouis de la baisse constatée des cas d'atteinte aux droits humains sur la période couverte par le rapport. Cependant, contrairement à des allégations sans fondement et entretenues à dessein, les opérations militaires des forces de défense et de sécurité du Mali sont conduites dans le strict respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Cependant, je le redis avec force, le gouvernement du Mali reste fermement opposé à l'instrumentalisation et à la politisation de la question des droits de l'homme à des fins de déstabilisation, d'intimidation ou de chantage. Au demeurant, il est tout aussi regrettable de constater que certains mécanismes des Nations unies, mis en place soi-disant pour aider les pays en crise, fassent l'objet des mêmes instrumentalisations par des influences extérieures. Dans ce chapitre, le gouvernement du Mali constate avec regret que le groupe d'experts des Nations unies sur les sanctions concernant le Mali, créé par la résolution 2374-2017, outrepasse de plus en plus son mandat, tant dans la substance des événements examinés que dans sa zone d'opération, qui est exclusivement limitée aux régions du nord de notre pays, qui sont concernées par la mise en œuvre de l'accord. Le gouvernement a toujours coopéré et de bonne foi avec les mécanismes relatifs au régime des sanctions, notamment le comité des sanctions, avec lequel nous entretenons une bonne relation. Toutefois, nous envisageons de réévaluer notre coopération avec le groupe d'experts à l'aune du respect par celui-ci des termes précis de son mandat. J'ai également pris bonne note de vos remarques et observations en ce qui concerne les défis opérationnels posés à la MINUSMA. Le gouvernement du Mali s'est organisé à prendre en charge le départ de la force française Barkhane. Il n'y a donc pas de vide sécuritaire à cet égard. Nous invitons par conséquent la MINUSMA à pleinement coopérer avec la partie malienne en vue
de l'efficacité de nos actions communes sur le terrain. Le représentant de la France affirme que la MINUSMA est plus appréciée dans les régions reculées de notre pays. Je voudrais à cet égard lui rappeler la devise du Mali, un peuple, un but, une foi. Il n'y a pas des régions où des Maliens du Nord et des Maliens du Sud qu'on tenterait d'opposer les uns et les autres. Mais je crois que les sentiments que les Maliens expriment à l'égard de la mission à l'intérieur du pays n'ont d'autre vocation que d'encourager la mission à assumer pleinement son mandat, qui est celui de la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire malien. Et je vais réitérer encore une fois dans ce micro que le Mali est pleinement engagé à coopérer avec la mission dans l'atteinte de son mandat et dans le plein respect de la souveraineté de notre pays. Certains membres du Conseil ont aussi évoqué le dossier de l'arrivée illégale et sans autorisation de militaires venus de la Côte d'Ivoire et lourdement armés, et qui a également suscité beaucoup de commentaires autour de cette table et même en dehors de cette salle. Je note avec regret que le rapport du secrétaire général, malheureusement, omet encore une fois de faire référence à la note verbale MINUSMA /PERT/NV/226/222 en date du 22 juillet, par laquelle la mission elle-même établit clairement qu'il n'y a pas de lien. Encore une fois, mesdames et messieurs de la Norvège, des A3 et de l'Albanie, il n'y a pas de lien entre la mission et les 49 soldats qui sont arrivés sur le territoire malien. Et je crois que le 12 juillet, le porte-parole du secrétaire général a aussi affirmé très clairement, en renforçant cette thèse, qu'il n'y en a pas. Je crois que ça doit être très clair dans la tête des membres du Conseil qu'il ne s'agit pas de troupes des Nations Unies. Toutes les troupes des Nations Unies qui arrivent au Mali, qui suivent le protocole, sont agréées. Leurs trucs sont facilités. Même hier, quand il y a eu l'incident, c'est en quelques heures que l'autorisation a été donnée pour l'évacuation des soldats. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'on fasse d'amalgame à ce niveau. Donc la justice malienne est donc saisie de cette affaire, qui ne concerne pas les Nations Unies. Mais malgré les dysfonctionnements et les manquements qui ont été reconnus à la fois par les Nations Unies et la Côte d'Ivoire, le gouvernement du Mali s'est toujours dit ouvert à une solution politique, à une solution diplomatique, notamment à travers la médiation du président de la République togolaise, dans l'esprit des relations fraternelles et de bon voisinage qui ont toujours caractérisé le Mali et la Côte d'Ivoire. Nous sommes des pays frères avant tout. Et toujours à New York et toujours avec le ministre Diop, le Mali réitère sa demande d'une session spéciale du Conseil de sécurité pour présenter ses preuves concernant les tentatives de déstabilisation et les violations répétées de son espace aérien par les forces françaises. On l'écoute. Il est surprenant que dans le cadre du récit factuel, le rapport du secrétaire général ait passé sous silence la saisine du Conseil de sécurité par le Mali le 15 août 2022 pour ce qui concerne les tentatives de déstabilisation et les violations répétées de l'espace aérien par les forces françaises. Ces actes d'agression d'une extrême gravité qui constituent, vous le savez, une violation de la Charte des Nations Unies, mais aussi une violation du droit international. Nous pensons que, mesdames et messieurs les membres du Conseil, que ces actes ne doivent pas rester sans suite et votre Conseil est interpellé fortement au Mali et en Afrique et ailleurs. C'est pourquoi le gouvernement renouvelle sa demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité qui lui donnera l'occasion de présenter des preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali, y compris le partage de renseignements et le largage de matériel au profit d'organisations criminelles qui sont à l'origine de l'insécurité et des violences contre les populations civiles. Populations civiles qui, mesdames et messieurs, attendent du Conseil de sécurité qu'il assume sa responsabilité principale de maintien de la paix et de la sécurité internationale,
Le Mali dénonce la guerre par procuration qui lui est imposée, tout comme les manœuvres et les entraves à la tenue de cette réunion spécifique pour la manifestation de la vérité dans cette partie du Sahel. En tout état de cause, le gouvernement du Mali se réserve le droit de recourir à la légitime défense, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies, mais aussi conformément à la lettre numéro 0444 MACI en date du 15 août que le gouvernement du Mali a adressé au Conseil de sécurité. Donc le Mali se réserve le droit de recourir à la légitime défense si la France continue à porter atteinte à la souveraineté de notre pays, à son intégrité territoriale et à sa sécurité nationale. Ici, au Mali, la hiérarchie militaire félicite nos FAMA de la zone de Tessit. Des compliments qui font suite aux frappes aériennes dans la zone de très bons résultats enregistrés par le colonel Ibrahim Samassa, chef d'état-major de la région militaire de Gao et commandant de zone par intérim. Les hommes sur le terrain ont neutralisé une cinquantaine de terroristes et récupéré plusieurs matériels. Le reportage de la DIRPA avec la voix de Agali Aga Agissa. L'armée a procédé à des frappes aériennes dans certaines localités ces derniers jours. Les chefs militaires, non moins chef d'état-major de la région militaire numéro 1 et commandant de zone par intérim, est venu faire le bilan et féliciter les hommes du bon déroulement des opérations. Il y a eu quelques frappes au niveau de Fitili, de Archam, de Argou et de Tagalat. Ces frappes ont donné le bilan suivant. Une cinquantaine de terroristes ont été neutralisés, 5 véhicules équipés d'armes lourdes calcinées, une trentaine de motos détruites. Il s'agit pour le colonel Ibrahim Samassa d'échanger avec les hommes sur le terrain et transmettre les objectifs fixés par la hiérarchie militaire. Des objectifs visant la consolidation des acquis sur le terrain. C'est de venir féliciter les hommes pour leur travail accompli. Ensuite, voir le renforcement du dispositif sécuritaire et la réorganisation. La force qui est là, on les a renforcés et c'est pour parler aux hommes, féliciter les hommes au nom des plus hautes autorités. Les opérations se déroulent avec satisfaction selon les visiteurs du jour qui n'a pas manqué d'instruire la cohésion, la discipline et la détermination pour sauvegarder la patrie. Et le moral de fer des troupes rassure le chef militaire. Quand je suis arrivé, j'ai vu des hommes engagés accomplir leur mission, à savoir la protection de cette population. Et nous allons continuer. Le chef militaire a demandé aux populations de mener librement leurs activités. Atteinte à l'intégrité physique et aux enlèvements, voilà globalement ce qui révèle une étude menée par la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, en collaboration avec Avocats sans frontières Canada sur les violations des droits humains perpétrées au centre du Mali. La restitution du document a été faite ici à Bamako aux organisations de la société civile et aux médias. On fait le point avec Adama Jimti. Le rapport de l'étude sur le cas de violation des droits humains perpétrés contre les civils au centre de notre pays est un document d'une centaine de pages. Il aborde différentes thématiques, les atteintes au droit à la vie, les violations sexuelles, l'accès à la justice, les enlèvements et arrestations arbitraires. C'est ainsi que la Commission nationale des droits de l'homme CNDH a estimé nécessaire d'effectuer cette recherche. Cette étude a été menée du 23 décembre 2021 au 27 janvier 2022 dans les régions de Ségou, Mopti et dans le district de Bamako. Ces violences sont caractérisées par des abus et violations des droits humains dont les manifestations les plus fréquentes sont des atteintes à l'intégrité physique, aux biens, des violences sexuelles contre les femmes et les filles. Cette étude se situe dans le cadre du projet « Soutenir la lutte contre l'impunité au Mali » mise en œuvre en partenariat avec Avocats sans frontières Canada. Avocats sans frontières Canada, une organisation non gouvernementale de coopération internationale dont la mission est de contribuer à la mise en œuvre des droits humains des personnes en situation de vulnérabilité par le renforcement de l'accès à la justice et à la représentation juridique. La présente étude vise à documenter les cas de violation des droits de l'homme, évaluer les besoins des victimes et étudier les hypothèses de réparation.
La commission de rédaction de la nouvelle constitution continue sa tournée de restitution de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Aujourd'hui, elle était à la Cour suprême et à la Cour constitutionnelle. Mamari Koni nous en parle. Remise symbolique de quelques copies de l'avant-projet de constitution à la Cour suprême et à la Cour constitutionnelle, ainsi que sa présentation. Voilà les temps forts de cette cérémonie de restitution du contenu de l'avant-projet de la nouvelle loi fondamentale. D'entrée de jeu, le rapporteur général de la commission de rédaction de la nouvelle constitution a expliqué le processus inclusif qui a conduit à sa rédaction. Nous avons rencontré les institutions, nous avons rencontré les confessions religieuses, et nous avons reçu un certain nombre de contributions écrites et aussi des contributions en ligne. C'est tous ces éléments, plus une documentation extrêmement riche qui nous ont permis de bâtir un avant-projet de la Constitution. Il va de soi que tout travail humain est imparfait. Le rapporteur général a fait une présentation des 195 articles. Les principales innovations concernent entre autres le recentrage de l'exécutif autour du président de la République, la limitation du nombre de ministres à 29, ainsi que le bicaméralisme. À cela s'ajoute désormais la possibilité de destituer le président de la République, ainsi que ceux des institutions en cas de manquement aux devoirs et charges. À noter enfin que certaines dispositions de la loi fondamentale en ce qui concerne le nombre de mandats et la laïcité ne peuvent pas faire l'objet de révision. Le représentant du président de la Cour constitutionnelle dira que la mission confiée à la Commission par le président de la transition est une mission d'intérêt national qui porte sur les préoccupations majeures de notre État. Ces préoccupations, ajoutera-t-il, s'articulent autour de notre passé, de notre présent et de notre futur commun. Prenant acte de ce retour d'une réflexion engagée dans notre pays depuis le Forum politique national organisé de décembre 1998 à janvier 1999, une réflexion de plus de 2 décennies, nous vous exprimons tous nos encouragements pour la suite des travaux et vous ferons part de nos observations dans les meilleurs délais possibles. Pour sa part, déclare le président de la Cour suprême, la Constitution est la boussole, le repère et le socle de tout État moderne organisé. À ce titre, elle doit tenir compte de l'évolution de la société et être un instrument qui incarne la justice sociale. Au nom de la Cour suprême, institution, symbole et phare du pouvoir judiciaire, très soucieuse de l'indépendance de la magistrature, je voudrais vous rassurer de la contribution très étoffée et très prochaine de l'institution dans le souci d'améliorer la qualité de l'avant-projet de constitution que nous venons de recevoir. Entamée hier par la rencontre avec le gouvernement, la restitution de l'avant-projet de la nouvelle constitution se poursuivra dans les prochains jours avec d'autres institutions de la République et d'autres composantes de la société. Oui, Mamari Kone, hier face au gouvernement, le président de la commission de rédaction de la nouvelle constitution a donné plus de détails sur les articles relatifs à la laïcité et aux langues. Je vous propose d'écouter les explications du professeur Fousseini Samaki. Par rapport aux langues, il y a énormément d'interprétations parce que lors des écoutes, la plupart des demandes allaient dans le sens de consacrer une des langues nationales comme langue officielle et l'abandon du français comme langue officielle. Beaucoup pensaient, ou plutôt réclamaient que le bambara qui serait parlé par la majorité des Maliens soit consacré comme langue officielle. Et la commission a choisi une autre voie, c'est d'aller vers une formulation qui envisage les langues nationales dans une dynamique ou dans une évolution dynamique. On les reconnaît,
toutes les langues parlées par les communautés linguistiques sont reconnues selon les termes de l'avant-projet, sont reconnues et constituent même un patrimoine, donc statut langue nationale, mais il est clairement dit qu'elles ont vocation à devenir des langues officielles. Vocation, donc qualité à devenir des langues officielles. Maintenant, on dit, pour l'officialisation, c'est la loi qui doit intervenir. Ça, c'est une démarche progressive qui tient compte aussi bien du contexte que de toutes les difficultés, en tout cas de toutes les contraintes qui sont liées à l'érection d'une langue en langue officielle. Je pense que les gens ne mesurent pas les conséquences de l'érection d'une langue en langue officielle. Or, ça a d'énormes contraintes. Ensuite, on a essayé de préciser la notion de laïcité. Et vous savez, dans certains pays, la laïcité, c'est la religion, c'est l'État et religieux. Séparation de l'État et de la religion. Nous ne sommes pas allés dans ça. Nous avons utilisé une formule positive. Formule positive en disant effectivement que dans notre pays, la laïcité renvoie à la tolérance religieuse. En gros, c'est ça. C'est le terme qui a été utilisé dans le texte. C'est pas, vous verrez la formulation à ce niveau-là. Voilà. Lancement des activités du mois de la solidarité dans la cité du Méguétan par la conseillère spéciale du président de la transition, la correspondance de Boubacar Sissoko et Salif Maïga. La solidarité est l'une des valeurs cardinales de la société malienne. Le président de la transition en a fait une action de tous les jours. Pour preuve, après ses multiples appuis d'œuvres sociales, il vient d'offrir 250 kits alimentaires, autant de kits scolaires et 25 motos tricycles aux personnes vivant avec un handicap de Koulikoro. Ce lancement coïncide avec les œuvres sociales du président de la transition, Assimi Goïta. Que de bonheur! Hier, nous avons assisté à la remise de 6 ambulances médicalisées à la région de Koulikoro. Aujourd'hui, c'est des vifs et des non-vifs. Nous saluons et remercions les autorités régionales pour avoir porté leur choix et leur confiance sur ma modeste personne pour être le parrain du mois de la solidarité ici à Koulikoro. Nous invitons les uns et les autres aux œuvres de bienfaisance et de solidarité envers nos proches qui sont dans le besoin. Ce don du président de la transition soulage près de 800 personnes en situation difficile de la région de Koulikoro. Cette troisième semaine qu'on vient de commencer à Koulikoro, et on continuera ailleurs, Inch'Allah. C'est pour toujours se dire que la solidarité, ça doit être le quotidien de tous les Maliens. Et que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a donné le ton. On exhorte tous ceux qui sont un peu nantis de penser à ceux qui ne sont pas nantis. Un geste qui est parti droit au cœur des bénéficiaires. Pendant ce mois de la solidarité, la troisième semaine dédiée aux personnes vivant avec un handicap, le président de la transition a fait son plein. Cet élan de solidarité agissante est salué par les autorités régionales. Aujourd'hui, je vous dis que le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, est parvenu à faire ce qu'aucun chef d'État n'est parvenu à faire. Parce que tout simplement, il a transposé cette dénomination de solidarité et de lutte contre l'exclusion sur tous les mois de l'année. Nous avons environ 40 systèmes hydrauliques villageois améliorés dans la région de Koulikoro, grâce au président de la transition. Tout juste après le lancement du mois de la solidarité, la conseillère spéciale du président de la transition ainsi que les autorités régionales ont rendu une visite de courtoisie aux personnes âgées de Koulikoro. Il s'agit de Badjeneba Kane, 106 ans, toujours lucide, elle est la doyenne d'âge.
Quant au médaillé d'or de l'indépendance, Fayera Diarra, du haut de ses 98 ans, il a aussi fait des bénédictions pour le pays avant d'inviter les Maliens à la persévérance et à la résilience. Ça doit être un prochain clip, Boubacar Sissoko. Deuxième jour des travaux de la conférence sociale sur le travail avec la mise en place de 3 groupes de travail réunis en atelier autour de 3 thématiques. Il s'agit de la liberté syndicale, le dialogue et la politique salariale. Focus sur les groupes de travail supervisés par le ministre du Travail, c'est avec Mamadou Fane. Répartis en 3 groupes d'ateliers, les travaux de la conférence sociale sur le travail se poursuivent au CICB. Les travaux se déroulent selon un mandat bien établi pour chaque groupe. Les mandats sont des questions qu'on se pose. C'est pour qu'on puisse avoir des discussions vraiment sereines et pouvoir dégager des solutions qui sont posées. Chaque parti veut défendre ses intérêts. C'est tout à fait logique parce qu'en fait, au but, c'est pouvoir avoir une position commune et pouvoir dire s'adresser aux vrais problèmes. Le groupe 1 qui traite la question des libertés syndicales se penche sur les dysfonctionnements constatés dans l'application du dispositif juridique relatif à la création et l'organisation des syndicats. Nous voulons que les syndicats, l'activité syndicale contribue à l'épanouissement de l'entreprise, au bon fonctionnement de l'entreprise pour permettre à chacun d'avoir sa quote-part dans l'entreprise. Un forum du genre permet aux employeurs, disons, et aux travailleurs de surmonter les difficultés, les incompréhensions. Quant au groupe D, les travaux portent sur le dialogue social et quels sont les facteurs de blocage de ce dialogue social. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du contour de ce dialogue social. Est-ce qu'il se passe dans les normes? Est-ce qu'il se passe avec les acteurs qu'il faut? Est-ce qu'il se passe dans quelles conditions? La politique salariale est aussi un centre d'intérêt du groupe 3 des travaux. Le cadre institutionnel de gestion des carrières des agents publics, les textes régissant le recrutement dans la fonction publique, l'équilibre du traitement des salaires et comment rendre plus attractif les départs à la retraite, voilà entre autres sujets débattus par les panélistes. Tous ces travaux se déroulent sous l'œil vigilant du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Et nous avons ce communiqué du gouvernement de la transition relatif au décès de M. Younousi Touré. C'est avec une profonde douleur que le gouvernement de la transition a appris le décès de M. Younousi Touré, ancien Premier ministre de la République du Mali, ancien président de l'Assemblée nationale et président d'honneur de l'Union pour la République et la démocratie URD, survenu le lundi 17 octobre 2022. En cette douloureuse circonstance, au nom du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta et du peuple malien, le gouvernement de la transition présente ses condoléances les plus attristées à la famille Touré et à ses proches ainsi qu'à sa famille politique. Le gouvernement de la transition rend un vibrant hommage à M. Younousi Touré qui a été un grand serviteur de l'État engagé pour le développement et l'unité de notre pays. Le gouvernement et le peuple malien saluent la mémoire de l'Ulus disparu et prie pour le repos éternel de son âme, qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel. Amen. Et nous avons reçu également des communiqués de condoléances de certains partis politiques et associations. Il s'agit du PSP, de la Sénassa Faso RE, du RPDM, de la FCD, du Mouvement pour le Mali et de l'association Irganda. Tous présentent leurs condoléances à sa famille biologique et politique et prient pour le repos de son âme. Girls Take Over en français, les filles prennent le pouvoir, le temps d'une séance de travail. Cette fois-ci, c'était à l'ambassade du Royaume du Danemark pour faire le point de la journée internationale, une table ronde organisée pour mener la réflexion sur la protection des droits et participation politique de la fille. Achanta Koulibaly pour le reportage. Après une première phase réussie, le projet Suède renouvelle sa confiance aux ONG de mise en œuvre de son sous-projet Autonomisation des filles et femmes. C'est ainsi que sous la houlette de l'ONG ADR, 3901 filles et femmes vont bénéficier d'une formation en AGR dans 124 villages de 37 communes des régions de Caille et Kita. Les métiers concernés, nous avons dans un premier temps des métiers traditionnels qui sont réservés aux hommes communément, l'électricité, la plomberie, les BTP d'une manière générale. Ensuite, nous avons aussi des activités génératives de revenus telles que la teinture, la saponification, d'autres activités relatives telles que l'embauche bovine. Une initiative fortement appréciée par le département en charge de la promotion de la femme,
pour qui l'autonomisation permet à la femme de participer pleinement à l'épanouissement de sa famille. L'entrepreneuriat aujourd'hui est le chemin le plus facile pour l'autonomisation de la femme. C'est pourquoi j'exhorte les femmes bénéficiaires à plus d'assiduité afin de tirer profit de ces formations. J'encourage les uns et les autres à des débats ouverts et constructifs pour d'une part avoir une compréhension du projet et d'autre part donner toutes ses chances de succès au projet pendant cette seconde phase. Pour ma part, je puis vous assurer que l'accompagnement et la disponibilité des services techniques de l'État. Le sous-projet ainsi lancé concerne les filles et femmes âgées de 15 à 30 ans. Il est prévu au terme de la formation la dotation de chacune d'elles en équipement nécessaire afin de leur permettre de s'installer à leur propre compte. Voilà, vous l'aurez compris, c'était plutôt le reportage de Balkissa Chérif Haïdara depuis Caille. Il s'agissait de la formation de plus de 3000 filles, femmes bénéficiaires en activité génératrice de revenus métiers dans les régions de Caille et Kita à la faveur du projet Suède. On va suivre maintenant Achanta Koulibaly qui va nous parler de cette activité. Les filles prennent le pouvoir le temps d'une séance de travail. Cette fois-ci, c'était à l'ambassade du Royaume du Danemark. Les girls takeover sont autour de la table pour défendre leurs droits fondamentaux portant sur l'égalité des chances. Les réflexions montrent que la jeune fille malienne rencontre plusieurs obstacles sur son chemin pour son épanouissement. C'est pourquoi Plan International Mali et ses partenaires entendent jouer leur partition. L'objectif, c'est de mettre du projecteur sur ces difficultés auxquelles les filles sont exposées. Les filles du Mali sont très fortes. Elles ont besoin de notre accompagnement, à commencer par les parents, pour leur donner la confiance qu'il faut pour qu'elles puissent croire en elles, mais aussi l'accompagnement des décideurs pour les inclure dans les espaces décisionnels. Les jeunes femmes manquent des opportunités pour s'insérer dans la vie politique, dans la vie économique et dans la société. Et je crois qu'une initiative comme Girls Takeover, ça montre que c'est possible. Les filles se disent aptes à mettre en œuvre les notions acquises. Il est à noter que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la fille. En troisième région, les membres de la coordination nationale du mouvement Benkan étaient face à la population du Sikasso. C'était pour informer sur le mouvement, ses objectifs et sa vision. Benkan au pacte citoyen soutient les actions de la transition, nous précise Moustapha Doumbia Amadou Dolo. C'est une rencontre d'information sur le mouvement Benkan, le pacte citoyen, en vue de l'implantation de cette association politique dans la région de Sikasso. Un mouvement créé en mars 2021 et qui prône l'entente, le travail et le progrès. Ça fait quand même quelques mois que nous sommes en train de sensibiliser la population et les différentes couches socio-professionnelles sur notre approche par rapport à la situation générale de notre pays. Nous avons décidé d'amener Benkan à Sikasso, mais au préalable, il faut expliquer aux populations la démarche de Benkan. Au cours des échanges, les membres de la délégation du mouvement venu de Bamako et d'autres régions du pays ont tour à tour expliqué l'objectif du mouvement et sa vision pour le Mali. Une vision en phase avec les objectifs de la transition selon ses responsables. Benkan entend mettre en place une commission qui sera chargée d'implanter le mouvement dans la région de Sikasso. La commission sera chargée d'implanter le mouvement Benkan dans les 43 communes du cercle de Sikasso et après la région. Nous avons été jugés utiles de donner un nouveau souffle au pays en essayant de changer la façon de faire de la politique. La journée d'information a enregistré la présence de plusieurs personnes venues de la ville de Sikasso et des localités voisines. Projet de reconstruction et de réhabilitation du patrimoine bâti du site des falaises de Badjangara. La première réunion de son comité de pilotage a fait le point des activités réalisées. Ses membres ont aussi échangé sur les résultats préliminaires obtenus, nous dit Alpha Maïga. Le projet de reconstruction et réhabilitation du patrimoine bâti des sites des falaises de Badjangara cible 4 villages de la zone.
autour de la table les membres de son comité de pilotage réunis ici pour la première fois. Cette réunion doit nous permettre de faire le point sur les activités réalisées, d'échanger sur les résultats préliminaires obtenus, de formuler aux besoins des recommandations et d'échanger sur les activités en cours et programmer celles à venir. Ainsi, il ressort en termes de réalisation les missions de sensibilisation sur la compréhension et l'appropriation du projet. Aussi, des missions de bons offices pour la promotion de la culture de la paix. S'agissant des perspectives, les membres du comité de pilotage ont noté la réalisation des travaux de reconstruction dans le cadre d'une gestion participative, mais aussi et surtout privilégiant la main-d'œuvre locale. Nous, en accompagnant le gouvernement, on vous accompagne, on accompagne les communautés et on veut s'assurer vraiment que le rayonnement de ce patrimoine puisse être vraiment un grand succès. Je ne doute aucun instant que les bénéfices et les impacts attendus du projet permettent de renforcer la promotion de la culture de la paix entre les communautés, de vivre ensemble et de résoudre le tissu social. Rappelons que le projet vise à reconstruire et à réhabiliter le patrimoine bâti détruit. Il est financé par la Fondation Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit, et cela à travers l'UNESCO. Un mot de la 4e édition du Festival des cultures traditionnelles au Mali. Le thème retenu cette année est jeunesse et culture traditionnelle. Ibrahim Kaoukonaté, reportage. C'est parti pour la 4e édition du Festival des cultures et traditions. Le festival vise à promouvoir nos valeurs culturelles, artistiques et culinaires. Cette année, l'événement est placé sous le signe de la jeunesse. La refondation, parce que la refondation et la jeunesse vont ensemble. Et la refondation commence par la connaissance de notre culture. C'est pour cela que nous avons organisé ce festival, pour étaler notre culture, parce que la culture c'est comme de la mayonnaise. Plus que tu l'étales, plus qu'il suffit de ton pain. Donc nous étalons notre culture pour que le monde entier sache que nous les Maliens, nous avons une culture diversifiée, pour qu'ils comprennent aussi que toutes les communautés au Mali sont ensemble. Toutes les communautés sont presque présentes ici avec leur culture. Toutes les religions sont présentes ici. Le Festival des cultures traditionnelles est un espace de rencontre, d'échange, de brassage culturel entre les communautés du Mali. En faisant le tour des différents stands, j'ai constaté que toutes les communautés maliennes sont présentes. Elles sont là. C'est déjà ce que nous cherchons avec le Mali d'aujourd'hui, c'est la cohésion. Le thème de cette année nous agrée beaucoup parce que c'est jeunesse et tradition. Et je crois que c'est le lieu de remercier les organisateurs parce que la culture, si les jeunes ne s'en approprient pas, on ne pourra pas la transmettre. Le Festival des cultures traditionnelles est une véritable diversité culturelle initiée par Ibrahim Djonkolonin Koulibaly, permettant à chaque peuple d'exhiber son savoir-faire. Merci pour ce reportage. Nous allons faire le point Covid avant de fermer ce journal. Ce 18 octobre 2022, 0 cas positifs, 5 guéris, 0 décès, 24 personnes sont sous traitement. Et pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous surtout vacciner. Ce journal est donc terminé. Ousmane Dao vous présentera le 23h, mais juste après moi, la météo avec Abdoulaye Keïta. Je vous remercie pour votre aimable attention. Comme information principale, retenez que le chef de la diplomatie est à New York, aux États-Unis, pour prendre part à la session où le Conseil de sécurité examine le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation du Mali. Grand merci à toute l'équipe de réalisation. À demain, 20h, j'espère. Bonsoir à tous.